diplomatie française a-t-elle vécu le début de cette guerre? D'où vient la solidarité française avec l'Ukraine et où sont ses limites? Pourquoi et comment envisager un après-guerre tant que les combats durent encore? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Loé Lagrange, diplomate, conseillère politique à l'ambassade de France en Ukraine. Actuellement coordinatrice de programme pour Bibliothèques sans frontières, Loé est spécialiste de l'Europe de l'Est et du droit d'asile. Bonjour Louis, je suis très contente de te voir aujourd'hui. Nous sommes au centre de Kiev. Je te connais depuis des années et je sais que actuellement tu travailles dans le secteur de la société civile au sein d'une association. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui touche le problème comment la société française en tant que telle essaie d'aider la société ukrainienne durant cette épreuve de la guerre. Peux-tu expliquer un peu plus sur le projet? Bonjour Tetiana, c'est très émouvant pour moi d'être ici aujourd'hui avec toi. Effectivement, on s'est rencontrés d'ailleurs dans ces locaux de la Maison de l'Ukraine au centre de Kiev en 2015. Voilà, je suis très heureuse et touchée d'être ici aujourd'hui avec toi pour parler des activités de cette ONG française qui s'appelle Bibliothèques sans frontières, qui fête ses 15 ans cette année. Donc c'est une jeune ONG qui travaille pour contribuer à l'accès à l'éducation, à la culture et à l'information, à travers des outils innovants qui permettent justement cet accès de manière numérique et aussi papier pour les populations qui se retrouvent dans des situations difficiles. C'est une ONG qui n'était pas présente en Ukraine jusqu'à la guerre et qui a décidé d'abord de travailler pour l'accès à l'éducation pour les réfugiés ukrainiens, donc en Pologne et en Moldavie, ainsi qu'en France, en Italie et en Belgique. Et depuis cet été, a décidé d'aider les Ukrainiens en Ukraine, les déplacés évidemment, mais aussi les Ukrainiens qui sont éloignés de l'éducation et de la culture à cause des destructions, notamment dans les territoires désoccupés et dans les territoires touchés par les combats. Dans le nom même de cette association, il y a le mot bibliothèque. Alors, qu'est-ce que c'est Bibliothèques sans frontières? S'agit-il d'une bibliothèque classique? S'agit-il d'une bibliothèque en ligne? De quoi exactement s'agit-il? C'est effectivement un nom qui est un peu trompeur et qui m'oblige à chaque fois que je rencontre des interlocuteurs ici à expliquer. On propose en fait un peu plus qu'une bibliothèque. Puisqu'on propose des contenus physiques, comme je disais donc une sélection de livres en fonction des besoins des populations qu'on essaye d'aider. Mais on a toute une gamme d'outils numériques. Donc en fait, on est capable de réunir des contenus numériques qui vont de la vidéo aux livres audio, livres e-book, des formations, des sites internet sur un serveur auquel sont connectés des tablettes et des ordinateurs pour que, dans un contexte, par exemple, où il n'y a pas d'électricité ou d'accès à Internet, des personnes, on ne touche pas que les enfants, ça peut aussi être des adultes, aient malgré tout accès de manière continue. En fait, on travaille vraiment sur cette continuité éducative et continuité de l'accès à la culture grâce au numérique.
si je reviens sur les contenus physiques, on a aussi non seulement des livres, mais également du matériel d'art plastique créatif, ce qui peut être très utile, par exemple, dans un contexte de guerre pour travailler avec des méthodes d'art-thérapie. On a aussi des jeux. Je sais que certains de nos partenaires utilisent des jeux pour travailler la langue ukrainienne. Donc tout ça, c'est de ce qu'on appelle l'intermédiation, c'est-à-dire que tous ces outils, papier et numérique, permettent de travailler différentes matières, de créer du lien aussi entre les personnes, en plus de l'accès proprement dit au contenu et donc à l'éducation et à la culture. On a aussi des dispositifs de création numérique, donc caméra. On peut, les personnes qui utilisent nos outils peuvent créer des petits films, faire de la photo. Il y a toute cette dimension-là. Et puis, on met à disposition également un écran de télévision et un vidéoprojecteur, ce qui permet d'organiser des séances plus de cinéma, éventuellement, avec des discussions qui peuvent avoir lieu autour de films. Ai-je raison de penser que vous êtes situé, localisé à Lviv actuellement? Est-ce qu'il y a d'autres branches de cette association qui sont présentes quelque part en Ukraine à part Lviv? Alors en Ukraine, comme je disais, on vient de commencer, donc on est localisé à Lviv au sens où très concrètement je représente l'association et je suis basée à Lviv, mais on a déjà des projets dans d'autres régions d'Ukraine. Donc on a 4 projets et un à venir en tout pour l'instant. 2 à Lviv, 1 dans l'oblast de Lviv, 1 à Vinnytsia, où je vais aller la semaine prochaine, et normalement 1 qui devrait voir le jour à Tchernigiv. Mais là, je reviens du ministère de l'Éducation, où j'ai eu une très enrichissante conversation qui confirme ce que je me disais déjà, qu'il y a des besoins réels, non seulement pour les déplacés, mais aussi pour les territoires qui ont été très touchés par les combats, où les institutions culturelles ou éducatives ont été détruites. Et donc, ma prochaine orientation, on va dire, c'est d'essayer d'aller, notamment grâce à des organisations ukrainiennes, vers ces zones-là du pays pour aider à réintroduire de l'éducation pour les enfants qui sont restés. C'est des endroits où les enfants et les professeurs sont encore là, donc il y a vraiment une utilité à apporter des outils qui permettent de reconstruire des lieux d'éducation, pas au sens physique. Nous, on ne fait pas de réhabilitation, donc ça, on travaillera avec d'autres partenaires. Mais si on a 4 murs chauffés, un shelter, nous, on peut apporter tout ce qu'il y a à l'intérieur et qui permet de réintroduire des activités culturelles, éducatives, parascolaires. Et donc, tout ceci est dans une langue différente, n'est-ce pas? Il s'agit tout d'abord d'une langue ukrainienne, c'est-à-dire des données, de livres, d'autres outils en langue ukrainienne, mais aussi en langue française ou anglaise, ou c'est justement, ça n'a pas d'importance en fait? Alors nous, notre objectif, je pense que comme tous les acteurs de la société civile, c'est d'être utile, de toucher du public. Donc, effectivement, on agit en Ukraine, donc on va utiliser essentiellement des contenus en ukrainien, soit qui sont directement trouvés en ukrainien, soit on a un pool de traducteurs qui vont nous aider à traduire des contenus qui existent dans d'autres langues vers l'ukrainien. Cela dit, je vois déjà que beaucoup des activités périscolaires organisées par nos partenaires sont des clubs de langue, notamment d'anglais. Donc, pourquoi pas aussi donner du contenu un peu en anglais pour contribuer à cet apprentissage. Et puis, évidemment, on est quand même une organisation française. On a lancé une application d'apprentissage du français pour les Ukrainiens qui sont en France ou dans un pays francophone, qui est une application qui n'a pas vocation à enseigner le français comme le ferait un professeur sur un enseignement au long cours. C'est vraiment pratico-pratique sur des sujets dont on a besoin quand on est déplacé dans un pays qu'on ne connaît pas, avec une langue qu'on ne maîtrise pas. Les démarches administratives, se déplacer en France pour avoir vraiment un petit kit qu'on appelle les 100 premiers jours en France,
Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien développer en Ukraine pour aussi promouvoir l'apprentissage de la langue française, peut-être d'ailleurs en partenariat avec les alliances françaises. Est-ce que tu as l'impression, toi, tu ne vis plus en France, tu vis presque tout le temps ici en Ukraine, après cette grande invasion russe en Ukraine, mais par contre, bien sûr que tu as des liens et tu as quand même un sentiment, un feeling de ce qui se passe en France. Est-ce que tu as le sentiment que après cette grande invasion russe, il y avait quelque chose qui avait changé en France, je veux dire, en termes de l'attitude dans la société. Je parle notamment de cette solidarité qui est en train de se former entre la société française et la société ukrainienne. Est-ce que c'est une chose réelle ou c'est une chose exagérée à ton avis ? Non, je crois que c'est assez clair. Après, il y a différentes strates, c'est-à-dire que il y a un élan dans la société française qui a été assez évident à partir du 24 février. À ce moment-là, moi, j'étais en France et j'avais très envie et même besoin de faire quelque chose pour aider l'Ukraine, les Ukrainiens, à ce moment-là, peu importe où. Et j'ai contacté une association qui fait notamment de l'accompagnement à l'accueil de réfugiés chez l'habitant et qui a développé tout un projet pour aider à l'accueil d'Ukrainiens. Voilà, ça se voyait à chaque fois qu'on faisait une recherche sur Internet pour trouver comment aider. On avait l'impression que toute la société française était mobilisée. Je pense qu'il y a eu une découverte du pays, même si évidemment Maïdan avait déjà contribué à cette découverte. Là, c'était avec une autre ampleur. Donc je pense qu'il y a une mobilisation qui est un peu tristement, même si tant mieux pour les Ukrainiens, est probablement très différente du fait qu'il s'agit d'une population européenne dont on n'a pas peur. Ce qui n'a pas forcément été le cas, par exemple, je pense, avec la Syrie et avec d'autres moments où il y a eu des populations à soutenir qui devaient quitter leur pays pour leur sécurité. Donc ça, c'est un peu difficile à accepter, même si c'est compréhensible pour certaines raisons, notamment le fait que la guerre en Ukraine n'a pas de lien, par exemple, avec le terrorisme, alors que, évidemment, la guerre en Syrie avait ce lien-là. Donc, bon, on peut comprendre pour plein de raisons, mais en tout cas, il y a eu une mobilisation probablement sans précédent de la société française et une compréhension de l'existence de l'Ukraine. Probablement, du coup, une envie aussi d'en savoir plus sur ce pays, sur la population. Et on le voit ici, il y a un nombre d'ONG présentes assez incroyable, ce qui rend les choses difficiles d'ailleurs. Si on veut travailler correctement, ne pas tous faire la même chose, il faut vraiment décrypter la situation sur place, l'aide qui est apportée. Voilà. Cela dit, je pense que, pour revenir au cœur de ta question sur l'évolution peut-être de la vision en France de l'Ukraine, il ne faut pas complètement oublier le fait qu'il y a toujours une partie de la population et des élites françaises qui continuent à considérer que l'Ukraine n'est pas tout à fait un pays, que l'ukrainien n'est pas tout à fait une langue, qu'on devrait s'entendre avec la Russie, ou à minima que tout ça c'est un peu de notre faute et que si on avait été... si on s'était comporté différemment avec le régime russe dans les années 90 et 2000, on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà, des thèses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais je pense que c'est important de ne pas se faire d'illusions sur le fait que la vision de l'Ukraine et surtout des relations, des priorités des relations et de la responsabilité de la Russie dans la guerre n'est pas une question qui a complètement disparu dans la société française pour autant. Oui, je vois. Et là, tu parles déjà un peu en diplomate. On sait que tu avais passé, on va dire, presque 2 ans, n'est-ce pas, à l'ambassade de France en Ukraine. Tu étais conseillère politique à l'ambassade. Tu étais aussi chef du service de communication à l'intérieur de l'ambassade. Tu avais passé le concours de diplomate
Et donc, concours diplomatique, et donc tu étais affecté ici. Et donc, c'est vrai que tu connais un peu comment ça marche à l'ambassade. Quel souvenir gardes-tu de ces presque 2 ans, n'est-ce pas, ici à l'ambassade? Et sans doute aussi, comment est-ce que cette histoire diplomatique avait pris sa fin temporaire dans ta vie? Alors, ça fait beaucoup de questions en même temps. Donc, effectivement, j'ai passé un peu plus d'1 an et demi à l'ambassade ici. C'était mon premier poste à l'étranger depuis que je suis rentrée au ministère. C'était évidemment passionnant. Bon, moi, j'avais très envie de revenir en Ukraine, qui était un pays que je connaissais déjà. Je suivais la politique intérieure, qui est un sujet qui a tellement de ramifications très évolutives. Donc, c'était passionnant. Oui, vraiment une expérience très enrichissante. Le suivi de la presse, alors le paysage médiatique, tu es bien placé pour le savoir, est aussi un paysage très particulier, divers, multiple. Donc voilà, ça a été 2 années passionnantes. Vivre en Ukraine, c'est évidemment quelque chose qui m'a beaucoup plu et intéressé. J'en ai profité et professionnellement et personnellement pour aller dans beaucoup d'endroits, ce qui fait que voilà, toutes les villes qui sont touchées par la guerre, c'est pour beaucoup des endroits où j'ai été, ce qui rend les choses très très concrètes. Très concrète pour moi. La diplomatie, là, je fais une petite pause, mais qui n'est qu'une pause et qui est liée à la situation. En fait, au moment où la guerre a démarré en Ukraine, je ne me suis pas vue vraiment faire autre chose qu'être sur le terrain et contribuer aussi parce que ce sont mes compétences principales aujourd'hui. J'ai l'impression que j'ai quelque chose à apporter avec beaucoup de modestie et à mon échelle. Mais voilà, je me dis que la vie est aussi une question d'opportunité au sens neutre du terme à saisir. Et comme le ministère permet de faire des parenthèses, je me suis dit que c'était un moment où il fallait que je le fasse. Ça n'enlève rien au fait que je pense que la diplomatie a tout son rôle à jouer aussi dans le cadre d'un processus de paix et dans le cadre d'une relation bilatérale normalisée quand on travaille en tant que diplomate dans un pays où il n'y a pas de guerre, ce qui est quand même heureusement le plus souvent le cas. Mais ce sera pour un autre moment. Oui. Est-ce que tu te rappelles du moment exact tu étais à l'ambassade, au sein de l'ambassade? Vous aviez sans doute des renseignements, des informations venant de renseignements français. Je me rappelle très bien de cette semaine qui ont précédé la guerre. Je me rappelle des appels incessants de journalistes français qui nous demandaient, par exemple, nos réactions par rapport au départ des ambassades. L'ambassade de France, si je ne me trompe pas, tu peux me rectifier si je me trompe, avait resté plus longtemps que les autres, en fait. Après, comment est-ce que les Ukrainiens se sentent par rapport, quand ils les regardent, que les ambassades partent? À quel moment as-tu compris que la guerre est imminente? Et quel était ce moment, en fait, quand tu comprends que tout le pays où tu habites, où ta vie, va entrer dans la guerre que nous n'avons jamais connue, ni les Français, ni les Ukrainiens? Je vais répondre de manière plus personnelle que professionnelle à cette question, parce que professionnellement, pour des raisons de réserve, c'est compliqué. Mais personnellement, je crois que je ne l'ai jamais compris avant 4h30 du matin, le 23 février. Donc moi, j'étais en France à ce moment-là, comme une partie des agents de l'ambassade. Une partie des agents de l'ambassade a quitté l'Ukraine sur demande du ministère le 20 février. Mais en fait, à ce moment-là, on avait quand même tous l'impression qu'on partait pour quelques semaines parce qu'on était un peu inquiets, mais on ne partait pas dans l'esprit qu'il y aurait une guerre à grande échelle et qu'on ne reviendrait pas en Ukraine tout de suite, ou en tout cas pas dans l'Ukraine qu'on avait connue. Et le 23 février, voilà, je suis abonnée à toutes les chaînes Telegram ukrainiennes en tant que chef du service de presse. J'ai mon téléphone à côté de moi. Quand même, le 23 février, on sent qu'il pourrait se passer des choses. Et je suis réveillée par les vibrations de mon téléphone.
Le 24 février, tu veux dire? Dans la nuit du 23 au 24, 23, voilà, exactement. À 4h30 du matin, parce que toutes les chaînes Telegram annoncent qu'il y a des bombardements à Kiev. Donc, c'est surprenant. C'est très paradoxal. Ça fait des mois qu'on parle du fait que les troupes russes et le matériel russe est aux frontières de l'Ukraine, qu'il y a cette potentialité. Personne, j'ai l'impression, à part les Américains, n'y croit. Ce qu'on arrive à envisager probablement de manière la plus plausible et réaliste, ce sont des affrontements sur la ligne de contact, donc dans le Donbass. Pas une guerre à grande échelle avec des bombardements. Là, je suis passée tout à l'heure devant le ministère des Infrastructures où sont arrivés les chars à ce moment-là. C'est à 10 minutes à pied de là où j'habitais à Kiev. Je pense que ça n'était envisagé par quasiment personne. Donc à la fois, on a un sentiment d'avoir dû être préparé puisque ça fait des mois qu'on a des signaux. Et en même temps, je pense que tout le monde est sous le choc et tombe complètement des nues quand ça arrive à ce moment-là. Penses-tu que la majorité du corps diplomatique de la France, parce que tu en faisais partie, tu en fais toujours partie, même si tu as un poste temporaire, est-ce que tu penses que parmi tes collègues, il y avait aussi cette certitude, qui était d'ailleurs dans la société ukrainienne, une grande partie, que la guerre n'allait pas commencer, tout simplement parce que ça relevait de quelque chose d'impensable, malgré tout? Oui, je pense que ça a beaucoup joué sur la surprise qu'on a eue, c'est-à-dire que la guerre en Europe pour les Européens, aujourd'hui, jusqu'au 24 février, était impensable. Et donc, je pense que même dans tous les efforts d'imagination, des scénarios de ce qui pouvait se produire à partir de l'observation de la concentration des troupes aux abords de l'Ukraine, on n'arrivait pas à se dire que c'était une possibilité. Et donc à s'y préparer. Ça paraissait complètement insensé parce qu'effectivement, je pense, et c'est presque une bonne chose, qu'on avait perdu la capacité d'imaginer, comme tu dis, la guerre au sens conventionnel du terme en Europe était quelque chose devenu impensable. Et tant mieux, j'ai envie de dire, c'est probablement un des succès de l'Union européenne, mais ça nous a empêchés de voir que ça pouvait arriver et d'y être préparé. Cela dit, je ne sais pas très bien ce qu'on aurait fait différemment si on avait vraiment envisagé ça, mais en tout cas, oui, ça a beaucoup joué, je pense, dans la surprise. C'était une grande surprise, oui, pour les sociétés européennes, bien sûr aussi pour la société ukrainienne, parce que malgré toutes les cartes publiées dans la presse écrite, les cartes qui provenaient de la presse britannique ou de la presse américaine, jusqu'au dernier moment où il y avait toujours cette certitude que ça c'est trop absurde, c'est impensable. Mais à la fois, est-ce que, la question suivante qui nous hante en fait ici en Ukraine, est-ce que tu avais évoqué précédemment l'idée qu'en France, si on regarde attentivement, on voit quand même un nombre des gens, de la population qui pensent qu'il faut prendre en compte les intérêts de la Russie, et il faut regarder cela pas uniquement avec cette perspective ukrainienne, mais est-ce que cette guerre et la cruauté de cette guerre, parce que non seulement la guerre avait commencé, mais aussi on a vu pas mal de choses qui choquent. On a vu Boucha, on a vu Mariupol, on a vu les tombes à Izium, on a vu les bombardements massifs des infrastructures, des installations électriques partout dans le pays. On a vu pas mal de gestes vraiment génocidaires de la part de la Russie. Est-ce que ça, tu sens que ça a quand même un peu ouvert les yeux en France sur ce que la Russie représente, sur ce qu'elle est aujourd'hui, ou pas? Oui, je pense, mais de manière assez paradoxale. C'est-à-dire que je pense que pour certaines personnes, ça reste la conséquence d'une erreur d'approche depuis des années sur les relations avec la Russie. Donc,
c'est un peu comme si certaines personnes arrivaient à avoir un état d'esprit schizophrène, avec à la fois aucune ambiguïté sur l'horreur actuelle et la responsabilité à l'instant T, et en même temps une capacité à dire que on a un peu, on récolte ce qu'on a semé. Mais peux-tu expliquer, quand tu dis erreur d'approche, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelle erreur? Et c'est l'erreur de qui? De l'Occident, de la France, de l'Ukraine? C'est à qui revient cette erreur? Alors, je reprends ce que je comprends des personnes qui pensent ça. Ça n'est pas ma vision des choses, et donc j'ai un peu l'impression de... Mais si je comprends bien cette idée, ce serait de dire qu'on n'a pas embarqué la Russie du côté de l'Union européenne et de l'Europe plus généralement dans les années 90, qu'on a laissé la Russie, mais d'ailleurs les autres pays de l'ex-Union soviétique, se débrouiller et profiter en fait du chaos qui existait à ce moment-là pour se renforcer nous. Qu'on n'a pas saisi les occasions de ces années-là et du début des années 2000 dans lesquelles la Russie était prête à se rapprocher de l'Union européenne, qu'on est resté dans une logique plutôt de confrontation qui aurait du coup poussé la Russie à s'opposer et à dire non, en fait, vous avez votre chasse gardée, vous avez récupéré une partie des États du pacte de Varsovie, chacun chez soi, et que finalement, cette logique de zone d'influence, elle avait été instaurée par l'Occident et pas par la Russie, et que donc, il fallait pas toucher à l'Ukraine. Donc, grosso modo, que l'Europe n'était pas suffisamment inclusive dans les années 90, après la chute de l'URSS, pour inclure dans cet espace, on va dire, euro-asiatique, aussi la Russie. Donc, il y avait cette confrontation. Est-ce que tu penses, on a quand même vécu un moment historique cet été, quand il y avait cette visite de 4 leaders européens ici à Kiev, président Emmanuel Macron, mais aussi chancelier Olaf Scholz, président roumain et premier ministre italien. Il y avait cette décision, enfin, l'Ukraine qui frappe à la porte de l'Union européenne depuis des décennies. Enfin, il y avait cette décision historique pour accorder le statut de pays candidat à l'Union européenne. Est-ce que tu penses que maintenant l'Europe va essayer de récupérer l'Ukraine et rectifier en quelque sorte ce que tu avais dit, mais pour tout l'espace post-soviétique? Reprendre l'Ukraine maintenant aussi pour rectifier, pour éviter des erreurs. Ou plutôt on doit comprendre tout cela dans un autre contexte? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va être possible. Je pense que les avis sont très, très partagés au sein de l'Union européenne, à la fois entre les différents États membres et au sein des États membres, sur ce qu'il faut faire, même si un accord a visiblement été trouvé, comme tu dis, cet été, pour aller de l'avant très officiellement et formellement. Cela dit, je pense que précisément, c'est ce genre d'acte que certains considèrent comme approfondissant encore la confrontation avec la Russie. Et donc il y a beaucoup de gens, enfin en tout cas il y a certaines personnes qui sont persuadées qu'en faisant ça, on aggrave la situation. L'approche ukrainienne, et ça valait aussi pour l'OTAN, et l'approche inverse, et consiste à dire notre meilleure protection face à la Russie qui nous veut du mal, et aujourd'hui c'est difficile de dire le contraire, c'est d'être inclus dans ces espaces de protection, et non pas d'en être exclu. Et la preuve en est, aucun État de l'Union européenne et aucun État membre de l'OTAN n'a jamais été agressé. Voilà. Est-ce que c'est cette vision des choses qui va l'emporter? Est-ce qu'on va aller non seulement formellement et officiellement, mais dans la pratique, vers une réelle inclusion de l'Ukraine, mais aussi de la Géorgie, de la Moldavie, et à mon sens, si on va dans cette direction-là, des Balkans, pour ceux qui ne sont pas encore des États membres, parce que ça me paraît insensé de ne
pas aller sur ces deux terrains en même temps. Est-ce que c'est cette vision-là qui va l'emporter, ou la vision qui consiste à dire que c'est dangereux et qu'on va aggraver les tensions avec la Russie si on va trop loin dans l'inclusion justement de cet espace dont la Russie considère qu'elle lui appartient. Je suis vraiment incapable de prédire ce qui va se passer. Il y a quelque chose de très incompréhensible pour nous, vu de l'Ukraine, dans cette volonté des pays occidentaux, y compris la France, de ne pas vouloir irriter la Russie. Donc dans cette attitude que tu décris, pour dire que voilà, allons doucement pour pas irriter la Russie, il y a toujours, on lit ça comme un signe de faiblesse et comme un manque de confiance en soi-même de la part de l'Europe. On voit aussi dans ce que tu décris comme voir l'erreur dans notre comportement et pas dans le comportement de la Russie, ce que Pascal Bruckner, philosophe français, appelait tyrannie de la pénitence. C'est-à-dire que voilà, l'Europe en tant que telle, les pays puissants en tant que tels, ils commencent à se sentir faibles. Et nous, vu de l'Ukraine, on essaie de saisir pourquoi est-il ainsi. Pourquoi faudrait-il toujours chercher l'auteur de sa part et refuser de voir que la Russie, malheureusement, représente... j'ose dire, aujourd'hui, le mal absolu qui cherche à détruire toutes les règles de comportement humain, toute humanité. Donc, de se dire tout simplement que la Russie est une tyrannie, un pays autoritaire et qu'il faut aller dans la direction de les mettre... Pas de les détruire, mais dans le sens d'aller faire la destruction de ce régime qui nuit énormément, pas uniquement à l'Ukraine, mais aussi à tout le monde civilisé. Oui, je pense que ça tient à plusieurs choses. Ça tient probablement, entre autres, à l'essence de la diplomatie, qui est de ne jamais vraiment couper les ponts. Comme on dit souvent en France, être diplomate, ça n'est pas pour parler à ses amis, c'est précisément pour continuer un dialogue sous différentes formes avec les États, en l'occurrence avec lesquels c'est compliqué. Sinon, on n'aurait pas besoin de la diplomatie. Il y a probablement aussi, et c'est ce que tu sous-entends, une erreur d'analyse dans une certaine mesure de ce que représente le régime poutinien depuis des années. Par manque de connaissances, par manque d'intérêt pour certains pays. Il faut toujours, je pense, remettre aussi dans le contexte, pour ce qui est de la France, le fait que, pour des raisons notamment historiques, la France connaît très bien les régions dans lesquelles elle avait des colonies, et a toujours été moins engagée en Europe de l'Est, malgré les liens culturels qui existent entre la France et notamment la Russie, mais plus largement, ça vaut aussi pour l'Ukraine et d'autres pays de la région. On a probablement beaucoup moins d'engagement vers cette région que d'autres États, par exemple l'Allemagne, si on prend juste l'Union européenne. Et donc probablement, dans une certaine mesure, un déficit d'intérêt et donc de connaissance de la région. Donc on a peut-être en partie péché par erreur d'analyse sur ce que voulait dire la tendance qu'on a pu observer en Russie depuis, moi je pense notamment en 2012, même s'il y avait d'autres signaux précurseurs avant ça, qui ne présageait rien de bon, mais encore fallait-il vraiment bien connaître ce pays pour s'en rendre compte. Il y a peut-être en partie ça. La caractéristique, l'essence même de la diplomatie. Et une dernière chose, je pense que c'est comme ça qu'on peut comprendre l'approche du président de la République, c'est de se dire, la guerre va se terminer. Il faut qu'après la guerre, certains États aient gardé un contact avec la Russie pour que le post-guerre ne soit pas la continuation de la guerre. Et
Et la France, la diplomatie française, souvent essaye d'avoir deux jambes un peu déconnectées, qui font différentes choses en parallèle, avec une stratégie derrière qui peut être fonctionnelle ou pas, mais qui, évidemment, est incompréhensible. Et c'est là la difficulté. C'est-à-dire qu'à la fois, on n'est pas crédible en Russie, puisqu'on aide ouvertement l'Ukraine. Il n'y a pas d'ambiguïté de ce point de vue-là. Et on n'apparaît pas entièrement fiable pour les Ukrainiens, puisqu'on continue à échanger avec la Russie. Donc c'est très délicat comme approche, mais je peux comprendre, en tout cas en théorie, l'idée derrière, qui est d'être déjà dans l'après-guerre, qui est un moment où si personne n'est prêt à échanger avec la Russie, qui que ce soit Poutine ou quelqu'un d'autre, comment on va assurer la sécurité de l'Ukraine ? Oui, je comprends, oui, cette approche française, oui, je comprends voilà. Tout à fait. Mais... Quand tu dis, quand on commence à penser à l'après-guerre, même si la guerre est très loin d'être terminée, très loin d'être gagnée par l'Ukraine en ce moment, mais quand on réfléchit à cette après-guerre et cette formule de la victoire ici en Ukraine, les thèses qui commencent à revenir d'une manière permanente, ce sont les thèses que la menace que la Russie représente pour l'Ukraine ne va pas disparaître au moment où les troupes ukrainiennes, imaginons, vont libérer tous les territoires ukrainiens, y compris les territoires qui ont été occupés à partir de 2014, y compris la Crimée. On comprend que l'Empire, tel que la Russie reste quand même malgré tout un empire, va garder cette rancune et cette volonté de se venger. Et donc, dans cette formule de la victoire, pour nous, ici en Ukraine, ça voudra dire que la Russie, en tant qu'empire, doit disparaître. C'est-à-dire qu'au lieu de la Russie, on devrait normalement voir un nombre de nouveaux pays États-nations, qu'on appelle États-nations, parce que la Russie n'est pas un État-nation, comme la France, comme l'Ukraine, comme l'Allemagne, c'est une autre formation. Et donc, on commence à en penser. Est-ce que cette idée fait peur en France ? Je ne suis pas sûre que cette idée soit vraiment connue en France. Donc c'est difficile de répondre à la question de si ça fait peur. Je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose de vraiment imaginé en France. Si j'essaye de réfléchir à ce qui pourrait faire peur... Parce qu'il y a le nucléaire, parce qu'il y a toujours cette question sécuritaire. On sent qu'il y ait une certaine réticence dans cette aide militaire à l'Ukraine, étant donné que l'Ukraine est en train de remporter l'initiative sur le champ de bataille. Mais il y a toujours cette réticence et on comprend parce qu'il y a toujours cette grande question, mais qui est-ce que va contrôler les armes nucléaires qui sont en Russie? Mais avec qui va-t-on parler? Tu avais évoqué que le président français, qu'il s'appelle Emmanuel Macron, ou un autre, voudra toujours garder cette possibilité, cette porte ouverte pour parler avec Poutine ou avec un autre. Mais imaginons que, justement, que la position ukrainienne aujourd'hui, c'est que nous comprenons que tant qu'il y a cet empire, il y aura toujours cette menace. Et cette menace existe non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour tout le continent européen. Donc c'est pour ça que je pose cette question. Est-ce que cette question est déjà réfléchie, ou bien dans la vision globale de l'Occident, il y a quand même que nous allons garder la Russie en tant que telle? À mon avis, c'est plutôt cette deuxième option. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens en France et en Europe occidentale pour visualiser une Russie décomposée. À nouveau, parce qu'on a du mal à penser des phénomènes qui ne sont plus arrivés depuis longtemps. Donc c'est peut-être un manque d'imagination. Mais ça me paraît, à une échelle de quelques années, effectivement assez improbable. Et probablement assez... Moi, ce qui m'inquiéterait, c'est qu'on imagine du coup une Russie... jusqu'à l'Oural, qui concentre la majorité de la population russe actuelle, des grosses villes, qui peut tenir la route, et le reste va s'effondrer, va devenir
c'est un peu inquiétant, tout ce qui n'a pas une forme institutionnelle solide. On préfère toujours une dictature. En géopolitique, c'est plus facile à imaginer et à appréhender une dictature qu'un no man's land incontrôlé et donc incontrôlable, avec pas d'interlocuteur très clair. Donc effectivement, je ne pense pas que ce soit une vision des choses qui rassure beaucoup, au-delà du fait que je pense qu'elle n'est pas très imaginée, envisagée pour l'instant. Oui. Mais nous allons voir, puisque n'oublions pas que fédération de la Russie, c'est fédération, donc il y a des sujets fédéraux, c'est-à-dire qu'une des solutions serait qu'il y ait quand même une vraie fédération, n'est-ce pas, qu'il y ait du pouvoir local, réel, et pas seulement ce pouvoir horizontal et tout à fait qui reste totalement dans le monde du Kremlin. Nous avons vu avec mobilisation partielle qu'il y avait déjà des premiers signes pour l'instant de cet désaccord avec la politique. Mais bien sûr, on en est très loin de vrais mouvements, des protestations. Je sais que depuis des années, tu étais quelqu'un qui s'intéressait beaucoup, qui défendait beaucoup ce qu'on appelle les droits de l'homme. Donc les droits de migrants, tu t'intéressais beaucoup à la migration au niveau européen et mondial. Même avant le début de ta carrière diplomatique, c'est un sujet très vaste, mais oui, certainement, il y a beaucoup de déplacés internes. Actuellement, en Ukraine, il y a aussi beaucoup de migrants, des réfugiés, comme on appelle, ukrainiens, qui sont partis à l'Union européenne. Qu'est-ce que te paraît important dans cette migration ukrainienne aujourd'hui vers les pays d'Occident et vers les régions plus sécuritaires en Ukraine, loin de la ligne du front? Alors là, je vais en profiter pour revenir un petit peu aux activités qui m'ont ramenée en Ukraine il y a à peu près un mois maintenant. Évidemment, quand on parle de l'Ukraine, de ce qui se passe en Ukraine, il y a une priorité à la fois reconstruction, infrastructure, préparation à l'hiver, dont tout le monde comprend qu'il va être très difficile. Mais ce qui me paraît important, c'est d'assurer une continuité éducative, de formation, pour éviter absolument, même si honnêtement les Ukrainiens sont déjà là-dessus. Je veux dire, c'est pas, on n'a pas besoin d'apporter complètement from scratch, en bon français, de l'aide sur ce sujet, mais si on peut contribuer à éviter qu'il y ait une génération perdue, comme on pourrait dire, pour assurer des institutions ukrainiennes, un État ukrainien, une société ukrainienne post-guerre, déjà prête à être suffisamment solide, précisément pour ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que la fin de la guerre ne signifie pas la fin des dangers, et un État post-guerre, c'est souvent un État fragile, ce qui est du pain béni pour l'ancien agresseur ou pour un potentiel nouvel agresseur, y compris sur une guerre non conventionnelle. Et donc pour moi, il s'agit vraiment de contribuer à la solidité de la société ukrainienne, qui doit continuer à pouvoir agir sur les plans intellectuels, culturels au sens large, et ne pas se préoccuper uniquement de comment manger et se chauffer. Et puis au lendemain de la guerre et même pendant la guerre, devoir tout refaire à zéro pour ce qui concerne l'État, les institutions, et ce qui fait que l'État et la société ukrainienne seront fonctionnels, solides, inattaquables. Voilà, je pense que c'est vraiment... Et donc ça vaut aussi bien pour les déplacés internes, pour les personnes qui ne sont pas vraiment déplacées, mais qui sont dans des endroits qui ont été touchés par les combats, et pour les réfugiés. Évidemment, le ministère de l'Éducation fait déjà énormément pour faire en sorte que les déplacés et les réfugiés, surtout, aient encore accès au système scolaire ukrainien en ligne.
l'expérience du Covid, qui était malheureuse, a permis d'aller très vite en la matière, puisqu'il y avait déjà beaucoup de choses qui permettaient l'enseignement en ligne. L'enseignement en ligne, ça n'est pas idéal, mais dans le contexte actuel, ça permet de sauver beaucoup de choses. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment cet enjeu-là du soutien de contribuer à ce que la société ukrainienne soit une société solide et stable qui pourra assurer son avenir. Je ne peux qu'être d'accord avec toi, parce que c'est vrai que oui, donc là on parle de l'avenir, et donc il est impossible de nier que la vie des enfants, c'est-à-dire ceux qui vont à l'école, est largement perturbée par cette guerre, indépendamment du fait qu'ils ont déplacé, réfugiés ou bien proches de la ligne de combat, mais aussi ceux qui sont dans les villes, on va dire entre guillemets normales, comme Kiev, mais parce que à cause de coupures d'électricité, tout ce qui était online depuis le coronavirus et après le début de la guerre, ça n'existe pas, parce que on peut témoigner que chaque jour à l'école est perturbé par des blackouts. Ça veut dire qu'il y a toujours quelques leçons de manquer tous les jours, et donc c'est une conséquence directe de ces frappes russes contre les installations électriques. Et malgré tout cela, donc ce que vous faites dans votre association, c'est tout à fait nécessaire, puisque on ne fait pas la guerre pour la faire. On ne veut pas importer la guerre tout simplement pour l'importer. On veut le faire parce qu'on veut un avenir stable, heureux, intelligent pour nos enfants. C'est exactement pour cela qu'on le veut. C'est vrai que ça fait pleurer que de regarder des jours à l'école perturbés chaque jour, et puis toutes les activités artistiques aussi qui sont perturbées pour des millions d'enfants ukrainiens. Donc merci beaucoup pour ce que tu fais au sein de cette association, et on sent cette gratitude qui va vers la société française pour faire le possible pour soutenir la société ukrainienne et pour envisager un futur commun. Merci beaucoup, Louis, pour cette conversation tout à fait intéressante. Je voudrais profiter, avant de te remercier, toi, pour remercier le ministère des Affaires étrangères, et en particulier le Centre de crise et de soutien, qui est notre principal financeur pour l'instant pour le développement des projets en Ukraine et pour les réfugiés ukrainiens en Pologne et en Moldavie. Donc si les premiers projets qu'on a pour les Ukrainiens sont possibles, c'est quand même grâce à ça. Et avis aux autres financeurs potentiels pour pouvoir continuer et aller à nouveau au plus proche des zones sinistrées en Ukraine, contribuer à rétablir la continuité de l'éducation et de l'accès à la culture. Et merci beaucoup pour cette discussion et ce retour à la maison de l'Ukraine qui me touche beaucoup. Merci, Louis. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer d'autres épisodes. Je m'appelle Tekiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Loé Lagrange, diplomate, coordinatrice de programme pour Bibliothèques sans frontières. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.